bienvenue dans cette causerie. On est dans le cadre évidemment du Explore Alpes Festival, organisé par Thibaut, qui nous fait le plaisir d'être dans la salle pour parler ce soir d'un sujet ô combien important pour la vallée de la Tarentaise et puis pour la montagne en général, et bien au-delà même, c'est la mobilité, avec nos invités et avec cette opportunité justement de parler et de mobilité et de faire un focus tarentaise en particulier. Les invités tout de suite avec moi, donc on est avec Laurent Chel, Denis Bolaving, Valentine Loquet à côté de moi et Didier Chaumaz. Je vais vous demander tous évidemment de faire un tout premier petit tour de table pour vous présenter vous-même. Ce sera aussi simple comme ça. Laurent, multiples casquettes, donc pour essayer de faire court, quel est l'un principal ce soir lié à la mobilité et à cette causerie? Ce soir, j'interviens plutôt comme vice-président de la communauté de communes en charge de la mobilité et du transport, voilà, sur ce beau territoire. Denis? Donc moi j'interviens en tant que responsable commercial chez Poma, en charge des projets de transport urbain, ascenseur valléen, tout ce qui n'est pas de la neige. Didier Chaumaz avec nous. Alors moi je suis un utilisateur régulier de la ligne ferroviaire entre Chambéry et Buc-Saint-Maurice. J'habite Chambéry, donc je travaille dans le cadre de la plateforme énergétique mise en place par la PTV pour conseiller les copropriétés en station sur les économies d'énergie qu'elles peuvent faire. Et donc j'utilise beaucoup le train, le vélo, le bus pour me rendre sur un lieu de rendez-vous. Et Valentine? Donc Valentine Loquet, APTV également, APTV, Assemblée du pays de Tarentaise-Vanoise, c'est peut-être pas le dire. Le syndicat mixte de Scott qui rassemble les 5 communautés de communes de Tarentaise. Et donc à cette fameuse APTV, je suis en charge des mobilités durables depuis 2 ans. Valentine, au sein des groupes de travail dont vous parliez, c'est quoi les priorités en ce moment et c'est quoi ce en quoi vous croyez le plus en termes de progrès pour les mois et les années à venir? Avec le micro, s'il te plaît. Alors oui, en effet, Didier et Laurent en ont parlé. À la PTV, on fonctionne en groupe de travail. Ces groupes de travail qui sont ouverts à tous, ça veut dire qu'il y a des techniciens, mais il y a aussi des associations et des représentants d'entreprises, exploitants de Menskia par exemple. Donc il y a 6 grandes thématiques en gros à la PTV: le covoiturage, l'autopartage, l'offre ferroviaire, je suis perdue, le référencement des données, le schéma vélo, merci, et il me manque le 6e, mais c'est pas grave. Et quand je vous disais tout à l'heure que la mobilité c'était une question de gouvernance, c'est qu'en effet, comme Laurent l'a très bien expliqué, le train par exemple, les TER c'est la région, le réseau ferré c'est l'État. Après, dans la SNCF, il y a SNCF Voyageurs, SNCF Gare et Connexion, SNCF Réseau, enfin voilà. Donc, en fait, nous, localement, il y a plein de choses, on ne peut pas du tout agir dessus. L'écart entre les gares en Tarentaise et stations, c'est aussi le réseau car-région. Donc, finalement, je crois que ce que m'ont appris ces 2 ans à la PTV, c'est qu'on avait besoin de redonner à chacun selon ses compétences communes, compétences Comcom, compétences région, qui peut faire quoi. Ce qui est chouette, c'est qu'on s'est rendu compte que tout le monde pouvait faire des choses en mobilité durable. Par exemple, les communes, elles n'ont pas la compétence mobilité, en revanche, elles ont la compétence voirie. Donc en fait, les communes, piétonnisez vos rues, ça vous appartient, allez-y, foncez. Faites des piétonisations, laissez des stationnements voitures supprimés pour mettre des stationnements vélo à la place. Tout ça, c'est aux mains des Comcom et c'est hyper concret, hyper rapide à mettre en place. Les Comcom, même sans la compétence, elles peuvent aussi faire des tas de choses. Aujourd'hui, on est engagé dans une démarche de l'ADEME qui s'appelle le contrat d'objectif territorial. Pas plus tard que ce matin, je bossais sur les compétences de la communauté de communes valvanoise. Par exemple, les Comcom, elles ont la compétence jeunesse. Et en fait, la compétence jeunesse, ça veut dire que vous pouvez aller en tant que Comcom, par exemple dans les centres de vacances gérés par votre Comcom, ou même accompagner les écoles de votre territoire pour faire du savoir rouler à vélo.
comment faire en sorte que c'est vraiment écrit dans la compétence de la Comcom, rendre autonomes les enfants pour grandir avec bienveillance, je sais pas quoi, donc être autonome, etc., noir sur blanc, apprendre aux enfants à savoir rouler à vélo correctement pour qu'ils puissent être autonomes, se déplacer de manière autonome, c'est complètement une compétence de la Comcom. Donc voilà, je pense que finalement, je me suis rendu compte que, ok, on a mis en place la stratégie de covoiturage avec Blablacar Daily, avec les voisins pour toute la Savoie. Ok, là, je lance une étude sur le potentiel d'autopartage, mais en fait, rétablir, on va dire, les relations avec la région pour qu'on sache qui fait quoi, dire aux Comcom, avec vos compétences en mobilité, vous pouvez faire ça, aux communes, vous avec vos compétences en mobilité, vous pouvez faire ça. Je crois que finalement, le truc le plus important, c'était ça. Et pour le moment, je pense que voilà, cadrer, motiver, fédérer et savoir qui fait quoi pour que tout le monde se sente utile et mobilisé au bon moment, parce qu'évidemment, tout le monde est débordé, donc là, on se sent utile et efficace. Je crois que le meilleur truc à faire pour le moment, en tout cas moi dans mon poste, en fait, c'était ça. Et ça va encore être le cas pour, je pense, les prochains mois, slash années. Déjà faire connaître ce qui existe et ce qui est possible avant d'inventer autre chose. Et parce qu'on n'a pas de prise, enfin, soyons honnêtes, demain, alors la CCHT le fait, donc mauvais exemple, mais organiser une ligne de transport en commun, franchement, c'est hyper compliqué. Des fois, en fait, c'est la compétence de la région. Donc, si votre ligne, elle marche sur les plates-bandes de la ligne structurante de transport en commun gérée par la région, vous ne pouvez pas la faire. Donc, avant de penser à ça, pensez par exemple à comment vos agents dans vos collectivités ou les employés de votre entreprise viennent au travail. Il viendra en vélo s'il y avait une douche dans mes locaux. Venez, on commence par mettre une douche dans les locaux. En fait, il y a plein de petits trucs. Et en fait, concentrons-nous sur nos propres compétences. Et quand on sait, en fonction de nos compétences, qu'on peut faire, on avance sur plein de trucs, en fait. Laurent, la communauté de communes, c'est important. Ce que je veux dire, c'est capital pour réussir à faire avancer ce genre de sujet. Parce qu'on sait, OK, pour Saint-Maurice, il y a le funiculaire, bien entendu. Il y a déjà eu beaucoup d'efforts de fait. On parle de la Tarentaise. Est-ce qu'il y a une vraie énergie commune, une volonté, je m'en doute, mais je veux dire, est-ce qu'on se donne la force de cette volonté, justement Est-ce qu'on n'y arrivera que uniquement si tout le monde a la volonté de le faire? Est-ce que c'est Enfin, là, si je reprends ça, je veux dire, moi, je suis un jeune élu dans le système, hein, puisque c'est mon premier mandat. Clairement, lorsque je suis arrivé, surtout avec ce poste de vice-président à la mobilité, transport et habitat, donc à peu près les sujets qui nous animent beaucoup. La première décision qu'on a dû prendre, c'est dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, de savoir si on allait garder la compétence ou pas. Et si on allait, puisque la compétence nous était donnée par la loi, et on pouvait laisser la région en fait garder cette compétence mobilité. Alors clairement, mobilité. Dans nos vallées, on sait un petit peu ce que c'est et on est des professionnels de la mobilité parce que tous nos transports touristiques en station, il ne faut pas oublier que nous avons des transports touristiques depuis très longtemps, que ce soit à Val d'Isère, à Tignes, à La Rosière ou à Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, qui sont extrêmement performants et qui structurent le territoire. Donc on avait un petit peu ça, c'est-à-dire qu'en même temps on nous disait la loi LOM, elle nous obligeait à prendre des décisions, mais en même temps on se disait en altitude il y a des contrats tellement différents, des financements tellement différents, il fallait créer une fiscalité, etc. Donc on n'a pas pris la compétence. On a laissé la compétence un peu contraint et forcé, parce qu'on sentait bien que c'était un enjeu très fort du territoire. Mais globalement, comment on fait pour mettre en place une fiscalité? Comment on fait pour faire sans la région? Est-ce qu'on met les transports touristiques dedans? Enfin, ça posait plein de problèmes. Donc, je pense que c'était un peu la poule et l'œuf. Hein. On avait un peu des difficultés. Donc, on a trouvé d'autres axes et puis, quitte à ce que dans un cadre, alors on a le droit de sortir de ce système et de reprendre la compétence. Par exemple, si on devait s'allier avec nos amis de la COVA, si on change de périmètre, là, ça pourrait nous permettre de réfléchir à un autre niveau, ou peut-être au niveau de la PTV qui a absolument pas de compétences au départ sur ces sujets-là, mais qui nous aide à formaliser plus tous ensemble ces sujets. Donc, c'est extrêmement important. Je pense qu'il n'y a plus un élu
dans nos stations. Et puis je rappelle quand même qu'on a 4 des 10 premières stations françaises dans un rayon de 10 km, hein. Enfin 20 km. C'est vraiment très important en termes économiques, etc. Mais quand vous discutez avec le maire de Tignes, le maire de Val d'Isère, et puis bien sûr le maire de Bourg-Saint-Maurice ou le maire de Montvalzan-la-Rosière, vous allez avoir tous ont ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire, moi je rajouterais en plus le côté très positif de dire, et ce que je dis aux élus très régulièrement, c'est que c'est maintenant qu'il faut le faire. On a de l'argent. Le tourisme nous amène encore de l'argent. On est plutôt très très prospère. Je le dis avec pas toujours notre population. Mais globalement, on est prospère. C'est maintenant qu'il faut mettre l'énergie et l'argent sur la mobilité. Donc, je pense que oui, il y a. D'ailleurs, on le voit, hein, toutes les décisions que nous avons prises au niveau de la mobilité à la communauté de communes de Haute-Tarentaise ont été prises à l'unanimité des conseillers communautaires. C'est pas un sujet politique, c'est plutôt un sujet un peu voilà. Et on martèle un peu cette urgence parce que c'est important. Mais aussi le côté positif, c'est qu'on a les moyens de mener des projets et c'est maintenant. C'est pas demain parce qu'on sait que voilà, la planète en a besoin. C'est le principe même de la transition, ce que tu es en train d'évoquer. C'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et est-ce que finalement, comme on parlait Denis par rapport au transport par câble et Valentine aussi sur le côté faire connaître, est-ce qu'il y a aussi une priorité de faire savoir, en fait, d'évangéliser tout le monde à changer ses habitudes, évidemment à covoiturer, évidemment à penser. Est-ce qu'il y a aussi ça comme priorité aussi de communication, au-delà de donner des outils, de faire savoir et de communiquer? Oui, parce que ce ne sont pas des sujets où on peut violenter nos citoyens. Je sais qu'il y a des décisions, par exemple, sur le développement, on a parlé du vélo pendant longtemps. Enfin, franchement, on parlait à Bourg-Saint-Maurice de faire des pistes cyclables, de mettre des espaces pour mettre en sécurité les cyclistes et pouvoir stocker les vélos, etc. Puis avec la gare, par exemple, dans le projet de PEM, on a vraiment un gros focus sur la capacité à aussi mettre des vélos en sécurité en attendant peut-être d'autres usages. On a une population qui... moi, je me souviens quand je suis arrivé il y a longtemps... Qui rigolait un petit peu, qui ricanait un petit peu sur le sujet. D'autant plus que voilà, les questions de mobilité, il ne faut pas oublier qu'on est aussi un territoire rural. Moi j'habite les Arcs, c'est clair que j'ai pas de solution pour descendre en vélo tous les jours à Bourg-Saint-Maurice travailler, c'est pas possible. Et alors mon collègue des Chapelles ou de Villaroger ou de Montvenis, c'est clair. Et voilà, on est un territoire aussi qui a cette problématique de ruralité et les transports c'est pas facile. Donc quand on parlait de vélo, on disait t'es bien gentil mais ça va ça, voilà. Et jusqu'à peu de temps encore on avait encore cette réflexion, c'est un truc de bobo votre truc, hein. Nous c'est pas le quotidien. Et puis par petits bouts on change par l'aménagement des espaces publics, par effectivement essayer de trouver des solutions pour la population. Et je le dis bien, moi je mets avant toute chose la population parce que c'est par elle qu'on est élu, donc c'est la première à devoir être servie par ses élus. Et ça, voilà, tu parlais d'acculturation, oui, c'est sur tous les modes de transport alternatifs, hein. On parlait du covoiturage. Le covoiturage, c'est clair, dans le cadre, on se dit intellectuellement, même une école de ski à Val d'Isère, qui a la moitié de ses moniteurs qui habitent la vallée, c'est clair que d'essayer d'organiser avec eux une meilleure structure de covoiturage, c'est tout à fait pertinent. Et franchement, moi, j'aimerais savoir, et je n'ai pas les chiffres, la grande difficulté, c'est d'avoir un peu l'impact que l'on a, et Valentine le rappelait tout à l'heure, parce que quand on peut dire, voilà, on a gagné 1%, 2%, etc., pour l'instant, on ne sait pas. On sait simplement que si on organise un peu mieux les transports, on va forcément avoir un impact. Mais c'est à moyen terme, quoi. Donc voilà, sur la ronde, faut savoir que c'est la ronde, hein, qui est notre système, pour ceux qui ne sont pas de Bourg-Saint-Maurice, qui est notre transport public gratuit.
On vient de signer avec un trajet supplémentaire, hein, donc, qui regroupe. C'est vraiment du transport du quotidien. Et là, on sait qu'on a un impact parce qu'on a les comptages dans ces véhicules. Et c'est pas simplement pour aller prendre le funiculaire pour aller au ski quand on est à C ou quand on est quand on est à l'autre bout de la commune. C'est aussi pour aller à l'hôpital quand on est à C ou à un autre bout de la commune. C'est aussi pour aller faire ses courses. C'est aussi pour aider les PMR à mieux circuler en ville, etc. Donc voilà, c'est des petits cailloux, ça coûte cher. Enfin, ne nions pas que là, pour l'instant, c'est assumé. Alors là, pour le coup, c'est pour ça que je disais qu'il y a du mieux avec la région et vraiment un accompagnement. C'est que moi, sur tous les sujets du début de mandat, où on disait à la région, ben voilà, on voudrait faire une ligne supplémentaire pour ça, ou on voudrait travailler sur la décarbonation de nos transports TER par un meilleur cadencement sur... à chaque fois, c'était ou le PEM, c'était non. Nous, c'est pas dans nos compétences, etc. Et puis maintenant, c'est oui. Là, par exemple, pour la nouvelle, le nouveau trajet sur C, la ligne C. Eh ben, la région a pris la moitié du coût, alors que c'est gratuit. Donc ça, ils ne voulaient pas en entendre parler, parce que l'équilibre économique, ce qui est normal, c'est l'égalité de traitement aussi des différents territoires. Mais voilà, ils ont pris la moitié du coût à titre expérimental, et Bourg-Saint-Maurice prennent le reste. Mais voilà, sur le PEM, avec la CCHT, on s'est beaucoup investi sur le pôle d'échange multimodal qui va vraiment bouleverser un petit peu aussi la relation de la gare à la ville et aux stations. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Et bien là aussi, ils sont revenus autour de la table, ils sont membres du comité de pilotage, ils ont cofinancé les études et ils sont en train de cofinancer d'autres sujets. Voilà. Je prends quelques exemples comme ça, mais c'est important. Je crois que Laureline. J'ai une question. Moi, j'ai l'impression qu'on se trompe de combat quand on dit que le sujet, c'est les clients parisiens qui viennent en SUV parce qu'en fait, c'est sûrement les plus vertueux d'entre nous, parce que c'est ceux qui roulent à vélo et en métro toute l'année, qui prennent leur voiture 2 fois par an pour partir en vacances, et dont l'impact carbone est divisé par 7, puisqu'ils font en aller le samedi et repartent le samedi d'après. Donc en fait, souvent, ils ont un impact carbone journalier qui est le même qu'un client d'Annecy qui viendrait skier pour la journée à la Clusaz, aux Arcs, etc. Donc c'est pas moi qui ai pris des chiffres. Et alors qu'en fait, j'ai l'impression que toute notre attention, elle est focalisée dessus pour pas qu'ils prennent leur voiture, pour qu'ils prennent le train. Alors qu'en fait, c'est peut-être les 2 seules fois dans l'année où ils vont prendre le train et on ne va pas leur faire changer leurs usages, et quelque part, on n'a pas forcément à leur demander. On sait qu'en tout cas, sur la partie touristique, l'impact carbone de la destination, c'est soit les clients qui viennent en avion, et que ça pose le sujet de la programmation des clients qu'on fait venir, on continue à faire l'avion ou pas, et qu'ensuite, le gros tiers de l'impact carbone sur le transport, c'est le transport des locaux. Et du coup, en fait, moi, j'ai l'impression qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens sur la partie touristique et sur les fameux clients français ou européens qui viendraient en voiture, alors qu'en fait, c'est pas eux qu'on fera changer. Alors qu'en fait, l'enjeu, il est peut-être déjà sur vraiment, comme vous l'avez dit au début, en fait, de dire le sujet, c'est de travailler sur la mobilité locale et sur la place qu'on donne aux mobilités douces dans l'espace public, et plus on leur donnera de la place, et bien en fait, quelque part, plus ça va se transformer, parce que pour le coup, nos clients, dans leur vie de tous les jours, ils sont habitués à la mobilité douce. Et en fait, c'est presque en venant chez nous qu'ils changent leurs habitudes, alors que pour nous, c'est un petit peu l'inverse. Et du coup, j'ai quand même le sentiment, en fait, moi, qu'on se trompe un peu de combat, en fait, des fois, et qu'on met toute notre énergie à vouloir remplir 2 trains de plus, ou à vouloir mettre un ascenseur valéen qui va les amener de la gare de Bourg aux Arcs, alors qu'en fait, c'est peut-être pas le sujet. Par contre, le sujet de pouvoir aller à Lyon en moins de 4h45 et 55 € en TER, c'est sûrement un sujet. Y compris pour les clients qui viendraient en avion et qui arriveraient à l'aéroport de Lyon. Je peux attaquer ? Alors, merci pour cette question, parce qu'on allait l'oublier. Du coup, 40% du bilan carbone de la Tarentaise, c'est les vols long courriers, et c'est entre 5 et 10% de la clientèle. Si elle disparaissait, il y aurait peu d'impact financier sur les stations, parce que les paniers moyens des clients à portée de train sont à peu près égaux que les paniers moyens de ces clients qui viennent du Brésil, etc. Donc oui, là c'est un peu le champ du désespoir. Toi, tu pourras me corriger.
sur ces chiffres. Non, mais simplement sur le long courrier, je pense qu'on est tous d'accord. On a, par exemple, à l'Office du tourisme, on a arrêté de communiquer à l'autre bout du monde sur la destination. Oui, non, mais même à Tignes, etc. Après, sur l'avion, je pense qu'il y a des étapes à faire. Je pense vraiment à un tour-opérateur anglais. Et j'ai écouté le même orateur que toi il y a peu de temps, hein, dans les rencontres de la mobilité. Je pense qu'il faut pas... Il y a des choses qu'il ne faut pas brutaliser. D'abord parce que, par exemple, les Anglais ont été et sont toujours nos plus grandes clientèles. C'est clair que moi, en tant qu'hôtelier, je travaille avec eux et je leur dis régulièrement, on voit, TUI lance une offre train, alors qu'ils ont une compagnie aérienne, hein, quand même. Enfin, ils ont leur propre charter. Oui. Non, mais les Anglais, c'est important parce que le moyen courrier, hein, ceux qui se posent à Chambéry, à Genève et à Lyon, c'est vraiment aussi, c'est une grosse part de nos clients de Haute-Tarentaise, et de travailler avec eux sur des changements un peu de mobilité, ça pourrait, voilà. C'était simplement sur l'avion, il y a des choses à faire, mais déjà, effectivement, pas aller chercher, en tous les cas, s'ils viennent, on va pas les refuser, hein, clairement. Mais le Brésilien ou l'Africain du Sud qui vient chez nous, voilà, on ne va pas aller dépenser de l'argent pour aller le chercher. Je peux finir. Ouais, justement, je continue justement sur la question de Laureline, justement, qui est sur l'aspect se concentrer aussi et mettre aussi beaucoup d'efforts sur le transport des locaux au-delà du tourisme. Oui, du coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour deux raisons. Déjà, comme je disais, on parle tout le temps que bilan carbone. Je fais une petite digression, mais la mobilité, c'est aussi des impacts sur les ressources, les métaux rares pour fabriquer nos voitures, qu'elles soient électriques ou non, qui sont des désastres environnementaux et humains. C'est aussi des pollutions aux particules fines, c'est aussi des pollutions à l'ozone, c'est aussi de la pollution visuelle, de la pollution sonore. C'est pas du tout que un bilan carbone, hein. Mais sur le bilan GES, du coup, 60% des gaz à effet de serre en Tarentaise, 62% la moyenne en station, c'est la mobilité. Donc 40%, c'est la mobilité des locaux. Donc déjà, on a une vraie raison de bosser dessus. Aussi parce que, comme disait Laurent, nous, on travaille pour le territoire. Moi, je travaille pour mon territoire, en fait. Je travaille pour mes habitants. Les 50 000, là, Tarins, et un peu les gens autour. Et ça me ramène au dernier point que je voulais évoquer. C'est le tourisme endogène. En fait, on se sent dépossédé de nos montagnes. Donc moi je suis originaire de Tarentaise, je peux même plus vivre sur le territoire parce que c'est trop cher, donc je peux même plus vivre sur je donne corps et âme à mon territoire dans mon boulot et je peux plus vivre sur le territoire qui m'a vu grandir. La réalité aujourd'hui c'est ça, parce que c'est trop cher. Donc j'habite à Albertville, et aujourd'hui on habite à Albertville, on veut skier en Tarentaise le week-end, on ne peut pas venir en transport en commun, c'est pas possible. Et en fait on se sent, mais je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, complètement dépossédé de sa montagne. On arrive à Bourg à 11h30 le matin, un samedi, la journée de ski est finie en fait. Et donc il n'y a pas que du bilan carbone, de l'impact environnemental, des nuisances, etc. Il y a aussi redonner à César ce qui est à César. Et il y a juste un petit point où je suis moins d'accord avec toi, c'est que on se trompe pas de cible, on priorise trop Parisiens et SUV qu'on pourrait mettre dans le train par rapport aux autres, mais ça veut pas dire qu'il faut le reléguer par contre, parce que le pouvoir symbolique de l'imaginaire de travailler sur cette personne-là, moi je pense qu'il est hyper important. Ça veut dire que si on développe un système de mobilité où les stations de Tarentaise et des Alpes en général sont accessibles en transport en commun de A à Z, et notamment depuis Paris, qui est hyper efficace et qui est accessible à tous, aussi financièrement, parce qu'on veut ouvrir peut-être le tourisme plus 4 saisons, mais on veut aussi, sauvons le tourisme social et solidaire en Tarentaise. Il existe encore un peu, mais sauvons-le quand même. On n'est pas que du luxe en fait. Et est-ce qu'on a envie demain d'offrir une montagne qui est aussi accessible aux enfants qui viennent dans les centres de vacances, aux familles qui sont plus ou moins aisées? Donc avoir un vrai système de mobilité qui vient aussi de France à portée de train et qui fonctionne bien, je trouve que ça a un impact sur l'imaginaire qui est hyper important et qui demain pourra permettre, je veux dire, si nous, en France,
dans les stations, on est les Comcom les plus riches de France, on est un des pays les plus riches du monde, on se bouge pas pour être irréprochable sur nos systèmes de mobilité, mais en fait, qui va le faire ? On est responsable d'une image qui a, je pense, j'ose le dire, des impacts de soft power, d'imaginaire collectif, qui peuvent être impactants dans le monde entier, en fait. Voilà. Je voudrais juste rajouter un petit point, parce qu'on s'est beaucoup extasié sur la Suisse et compagnie, et j'ai été commercial pendant longtemps dans les Pyrénées. Ils ont un historique, alors Ascenseur Valéen et autres, et ils sont en train de relancer des trains d'accès aux stations de ski parce qu'ils ont l'ascenseur Valéen qui permet aux gens... et ça, c'est pour des gens, des locaux. C'est-à-dire que c'est des trains qui font Toulouse, les stations de ski des Pyrénées. Et ils sont... de ce point de vue-là, ils sont beaucoup plus sensibles au sujet. Avec des moyens très très modestes à chaque fois. Enfin, moi, je suis admiratif de la manière dont ils le font. Alors, ils sont pas tous égaux, mais par exemple dans les Hautes-Pyrénées, ils ont une vraie capacité à faire des choses simples et efficaces. Ils n'ont pas résolu tous les problèmes. Ils sont peut-être sans aller chercher très très loin. Ils sont peut-être un peu moins gâtés en fait. Peut-être. Ils sont certainement moins gâtés et ils ont plus d'inventivité. Ouais. Il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger. Une dernière question. Alors c'est pas une question, mais ça va être un témoignage. Et vu que depuis le début, j'ai l'impression qu'on me tend une perche, donc je vais le prendre, puisque j'arrive fraîchement d'un territoire pyrénéen qui a le train qui ressemble un peu ici, puisqu'il y a un train, une gare, des trains de nuit qui arrivent depuis Paris, un TER où là on a su bosser avec la région, avec une région qui a dit à la SNCF Occitanie, il nous faut des services. Donc ça fait 30 ans qu'un produit qui s'appelle le Skirail existe, qui a failli disparaître et on l'a relancé avec une offre très sociale, puisque pour 1,50 € de plus que le tarif normal du forfait, vous prenez directement à la SNCF une offre packagée qui a une réservation du train à l'aller, au retour. Nous, à ce système de la station, on a en plus quelqu'un qui navigue avec le contrôleur et qui donne les forfaits pendant le trajet. On offre l'assurance et derrière tout ça, ça arrive à avoir 3 trains le matin et donc 3 trains de retour à la fin de la journée. Le premier arrivant à 8h30, deuxième 9h30, troisième 10h30. Donc on est sur le maximum de ce qu'on peut faire en TER, c'est-à-dire des rames doubles, à étage et un son plein tous nos week-ends dès qu'on a les conditions, à moins de 2 heures de Toulouse. Donc c'est possible techniquement. Et on a même le luxe d'avoir aujourd'hui, depuis qu'on a réussi à mettre cette offre packagée, le contrôleur qui, une gare avant d'arriver, annonce la météo, les pistes ouvertes et des choses comme ça. Donc travailler avec la SNCF, c'est possible. Il faut une certaine volonté. C'est une question d'hommes aussi, de personnes qui ont envie de prendre la balle au bon et d'avancer sur les choses. On en revient en effet à l'enjeu politique ou de volonté politique. Et juste entre parenthèses, en fait, ce dont vous parlez, il y a un très beau sujet réalisé sur une plateforme qui s'appelle Mountain Changemaker. On ne se connaissait pas, je vous assure. Dernière question. Pardon. Juste un complément. Effectivement, la région Occitanie, je dirais, il y a 2 régions qui sont, qui on va dire, ont la volonté plus que les autres de régénérer, on va dire, des voies ferrées qui ont été neutralisées. C'est donc l'Occitanie et le Grand Est. L'Occitanie, effectivement, je pense que là, vous avez cité le cas du retour du train jusqu'à Luchon. Et pas que. Bon, d'accord, ok. Enfin bon, c'est le cas, effectivement, quand on analyse en fait les régénérations de voies ferrées. Et là, ils ont changé en fait l'autorité en quelque sorte. C'est-à-dire, et je dirais dans les 3 cas que je vais citer, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que la région devient propriétaire du bout de réseau à la place de l'État. État SNCF Réseau, SNCF Réseau, mais derrière SNCF Réseau, c'est l'État. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus en capacité, en quelque sorte, de commander et d'exiger en fait ce qu'elle a envie, sans trop, on va dire, sans être dans une situation
parce que c'est un petit peu le reproche, là, depuis que les régions ont repris la responsabilité des TER, hein, depuis 2002, au début, elles manquaient de compétences. C'était SNCF Réseau qui leur disait ça sera comme ça. Et voilà. Hein. Donc là, en changeant en quelque sorte de qui commande, qui est propriétaire. Alors la région Occitanie, hein, sur 2 lignes, hein, sur donc, Toulouse, Montrégeau, Luchon, donc est devenue propriétaire, mais a délégué la gestion de l'infrastructure à SNCF Réseau. La région Grand Est a dit non, on ne va pas prendre SNCF Réseau pour le bout de ligne, hein, puisqu'il régénère 70 km de ligne au sud de Nancy, hein, pour faire une ligne Nancy-Contrexéville. 150 millions d'euros, hein, de coût pour 70 km. On est à 2 millions d'euros du kilomètre. Donc, quand on compare aux 200 millions d'euros du kilomètre du tunnel de base du Lyon-Turin ferroviaire, hein, vous voyez, on est 100 fois moins là. Hein, donc, voilà. Hein, donc et donc, pour moi, ça va être les enjeux des années 2030. C'est-à-dire qu'on voit quand même une évolution de la sociologie. On va dire un public très accro à la voiture qui est vieillissant, qui sera moins en capacité d'utiliser la voiture, et des jeunes qui sont beaucoup moins accros et qui sont plus dans l'intermodalité. Donc ça va impliquer derrière, de toute façon, de remettre du ferroviaire sur des territoires que l'on qualifie maintenant d'enclavés. Hein, et donc ça va être pour moi les gros enjeux des années 2030-2040. Donc là, il y a 2 régions qui ont pris un petit peu les devants, et je pense que derrière ça va suivre. On sent quand même, c'est quand même en train de réfléchir. On voit la baisse, on va dire, des ventes de voitures automobiles, hein, qu'elles soient électriques, classiques. Par contre, vous parlez de l'Occitanie. L'Occitanie, c'est plus 40% de fréquentation des trains. Ça a été l'Ouest, en fait, a été plus dynamique que l'Est, mais même en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, on est à plus 20% de fréquentation des trains entre 2019 et 2023 sur les TER. Et les TGV se remplissent à 70-80%, c'est-à-dire qu'ils s'auto-amortissent. Hein, il n'y a plus de déficit, ce qui fait que SNCF Voyageurs fait du bénéfice, ce qui n'est pas le cas des SNCF Réseau. SNCF Réseau reste pauvre, en quelque sorte, parce que, bien sûr, l'État, grosso modo, hein, c'est 50 € par an par habitant que l'État met sur l'entretien de l'infrastructure réseau. Hein, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, on est à plus de 100 €. On est entre 100 à 150 €, donc on va dire 2 à 3 fois plus. Je ne parle pas de l'Autriche qui dépasse les 250 € et la Suisse, hein, qui est à 450 € du kilomètre. On reparlait de la Suisse, mais par exemple, entre Genève et Lausanne, là maintenant, ils envisagent un train continu 24 heures sur 24, en cadencement horaire. Hein. Donc voilà un petit peu où ils en sont aussi. Il y avait une dernière question. Ouais, c'était aussi un peu un témoignage, mais je trouve quand même qu'on parle beaucoup de tourisme. Et donc moi, je suis boréenne depuis 4 ans. Avant, j'étais parisienne. Je n'ai pas de voiture, j'ai toujours pas de voiture, mais je suis à la limite de franchir le cap de m'en acheter une. Parce que en fait, la contrainte qu'on a, si je veux prendre un rendez-vous médical chez un dermato, si j'ai une gynéco, où est-ce que je vais le faire? C'est à Chambéry que j'ai plus de chances d'en trouver un assez rapidement. Sauf qu'en voiture, je vais mettre 1 heure, 1h15. En train, je vais mettre 2 heures. Donc je double mon temps de transport. Ça, c'est des choses que j'entends pas. Quand on cherche à acheter ici, c'est hors de prix. Mais donc du coup, il y a beaucoup de propriétaires belges, je sais pas, anglais, etc. qui viennent 1 semaine par an pour skier, super. Sauf qu'en fait, là, il y a des lits vides là-haut. Des lits vides, il n'y a pas de vie. Il y a un funiculaire qui travaille l'été, mais vraiment, du 1er juillet au 31 août. Mais pas du 1er juillet, peut-être un peu plus tard. Mais du coup, reconnaissez qu'en fait... Non, mais j'ai réfléchi à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas s'installer là-haut? Et en fait, c'est tellement triste de se dire qu'il y a tellement de lits vides là-haut, alors qu'il y a tellement de gens qui pourraient venir vivre ici. Voilà, donc en fait, je voulais juste remettre la population locale un peu au centre où... En fait, on a envie d'habiter le territoire, on a envie de ne pas polluer, mais on n'a pas encore tous les moyens, et je trouve qu'on n'utilise pas assez les moyens qu'on a déjà ici. Je peux répondre à un truc terrible. Ça va être dur, hein, ce que je vais dire, mais j'essaie d'être ultra lucide. Dans un monde où on court à la catastrophe si on n'atteint pas en moyenne 2 tonnes de CO2 par personne par an, il va falloir commencer à réfléchir où est-ce qu'on va habiter.
Donc l'utopie, qui, je vous accuse pas du tout, parce qu'en fait, ça fait 50 ans que le lobby automobiliste et que le mode de vie à l'américaine nous matraque de publicité sur l'idéal de pavillon, de la maison individuelle, du jardin, de la voiture. Et en fait, ça, on le subit tous. Donc ne culpabilisez pas, parce que, enfin, je veux dire, c'est les meilleurs communicants de ce monde. Par contre, là, il va falloir qu'on se rende compte que c'est une utopie. On va pas tous pouvoir avoir une super maison en montagne, loin des services, loin des transports en commun. Donc c'est personnel, je sais pas ce qui vous pousse à habiter ici, mais je vous prends pas dans votre cas individuel, mais dans un cas global. Dans quelle mesure est-ce que quand on choisit notre mobilité demain, pareil, j'ai choisi de ne pas avoir de voiture par choix, donc forcément, j'ai choisi de vivre dans un endroit qui est à 10 minutes en vélo d'une gare. Et encore avec pour vous êtes plutôt bien tombé. Mais en fait, c'est dur à entendre, mais on va être obligé de se poser ces questions-là. Et après, les lits vides, les lits froids, c'est une question très douce. Mais voilà, est-ce que pour la nuit, on peut commencer à parler de lits froids? Est-ce que où on habite, c'est une vraie question. Et en fait, et alors par contre, juste un tout petit autre détail, moi je me bats beaucoup sur se déplacer en train plutôt qu'en voiture, donc plutôt côté travail, mais dans le perso, ça existe aussi. Quand on est en voiture, on met 1 heure pour aller à Chambéry, mais on conduit. Quand on est dans le train, on met 2 heures pour aller à Chambéry, mais combien de choses on peut faire quand on est dans le train. Ce bouquin que j'ai pas eu le temps de finir, ce podcast que j'ai pas eu dans le podcast, on peut en voiture, pardon. Être au téléphone, parce qu'être en téléphone en voiture, c'est hyper dangereux. Enfin voilà. Et surtout, moi, j'en parlais encore ce matin. Est-ce qu'on peut valoriser, s'il vous plaît, le temps de travail des agents dans le train? Parce que moi, je mets 2 fois plus de temps que mes collègues pour aller en formation à Lyon. Mais en fait, à partir du moment où je pose mes fesses dans le train et jusqu'à la gare de Lyon, j'ai bossé. Alors que quand on conduit, on ne bosse pas. Voilà. On va... Non, simplement parce que alors j'ai un regard plus, parce que moi je veux la garder sur le territoire. Je veux. Ouais, non, mais clairement deux petites, mais parce que voilà, on l'a dit, on a vu, on va pas résoudre tout en truc, et puis on est un peu en guerre sur tous les canaux. On travaille sur la question de l'habitat. C'est vrai que c'est pas le sujet de ce soir. C'est un sujet, moi, qui m'interroge depuis très très longtemps, parce que oui, on est sur un. J'ai parlé de prospérité tout à l'heure, et cette prospérité, elle est certainement mal partagée. Clairement, on est sur des croissances presque à 2 chiffres depuis 15 ans, tous les ans, sur le PIB de notre vallée, et on perd des habitants. Et nous, on ferme des écoles, on ferme des classes, on ferme des trucs. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas garder notre... Donc, c'est quand même... Enfin, ces 2 courbes qui se croisent, pour moi, c'est dramatique. Donc ça, c'est un premier sujet. Et on y travaille, même si c'est compliqué. On va faire 350 logements sur la zone sur le quartier des Alpins. Voilà, ça a été c'est des décisions qui sont très politiques, mais qui prennent du temps. On ne va pas accélérer comme ça. Après, sur votre sujet, vraiment, je prends ma voiture et tout. On travaille à l'heure actuelle, et tu en as parlé tout à l'heure, sur Cities, qui est une solution aussi. Voilà, on va mettre des voitures partagées à Bourg-Saint-Maurice. Donc, c'est clair que ça permettra d'aller voilà, faire ce transport-là. Donc, c'est plein de petits sujets. Et franchement... moi, ce que j'ai envie de dire aux gens de votre génération et qui s'investissent sur notre commune, ouais, c'est fabuleux d'habiter ici. Et on sait bien parce que nous, on a, voilà, moi, je suis pas d'ici, le maire n'est pas d'ici, donc on a tous fait le choix de venir habiter ici parce que ce territoire est assez extraordinaire. Mais par contre, investissez-vous aussi à nos côtés, trouvez des sujets sur lesquels on fait plein de réunions publiques, on fait beaucoup de participatifs pour justement essayer d'améliorer les choses du quotidien, et voilà, on essaye d'être à vos côtés, et je dis bien parce que vous n'êtes pas toute seule dans ce cas-là. Je vais vous demander un petit exercice chacun pour conclure cette causerie. Les discussions pourront sûrement se continuer juste après autour d'un verre. Le petit exercice, c'est de conclure en 3 ou 4 mots maximum sur ce qui serait pour vous l'enjeu prioritaire ou j'allais dire le rêve, en tout cas ce que vous aimeriez le plus voir avancer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Comment vous voyez cet avenir pour la Tarentaise ? 4 mots.
Et t'es pas obligé de commencer si tu veux réfléchir. À chaque fois. Mon rêve, c'est que l'État qui est en train de faire son budget en ce moment taxe enfin le kérosène. C'est tellement facile. Et comme ça, on peut voyager en train à des prix normaux, juste soutenables. Voilà. Merci. Didier. Et également, hein, moi, je me mets en fait sur, sur une position, je dirais, très, très pragmatique. Hein. C'est vrai qu'on voit que les finances publiques ne sont pas très, très reluisantes. Hein. Donc, comment faire les choses, justement, c'est-à-dire, pour moi, faire preuve de pragmatisme, trouver des solutions simples, être modeste. Pas aller sur des infrastructures hyper coûteuses dont on ne connaît pas véritablement si elles vont véritablement servir. Hein. Là, je parle du Lyon-Turin ferroviaire, par exemple. Hein, parce que quand on parle de finances publiques, effectivement, dans le ferroviaire, qu'on dépense autant d'argent dans cette infrastructure avec vraiment peu on va dire, d'issues positives. On n'est pas sûr que, on va dire, les chargeurs, d'un point de vue fret, vont suivre. Donc c'est extrêmement risqué et extrêmement destructeur de l'environnement. Donc voilà, moi je suis vraiment sur ce pôle, on va dire, de redonner à la population, de faire en sorte que plus personne puisse avoir l'excuse de dire « moi, je ne peux pas faire autrement que de prendre la voiture ». Voilà. Hein. Donc ça passe vraiment par un maillage. On est tombé à 28 000 km de voies ferrées. On avait plus de 60 000 km de voies ferrées, on va dire, dans les années 30. Hein. La Suisse a maintenu son réseau ferroviaire, l'Italie a maintenu son réseau ferroviaire. Nous là, effectivement, la voiture a supplanté cela en disant bah non, les gens vont beaucoup plus utiliser la voiture, le train s'est dépassé. Mais simplement, on commence à voir que les politiques se disent mais est-ce qu'on se serait peut-être pas trompé par rapport à ça, hein. Et effectivement, on commence quand même à voir un changement. Je dirais, quelles que soient les tendances politiques, je dirais, c'est un peu mon analyse. Ok, merci. Ok, c'est une question de valeur et de mesure. Denis, tu as eu le temps de réfléchir en plus. Ouais. Moi, je vais dire, faisons confiance aux jeunes et retroussons-nous les manches pour les accompagner dans leurs idées à eux, parce que je pense qu'ils ont plein de trucs sympas à nous faire faire. Mais je dis pas que c'est à eux de faire le boulot. Laurent, en 4 mots, non mais vraiment, non, ceux qui me connaissent savent que l'exercice est impossible pour moi. C'est pour ça, il était pour toi en fait à la base. Non, je vais pas clôturer le sujet. Clairement, c'est faux de dire qu'on se préoccupe pas de ces sujets-là et qu'il n'y a rien qui se fait. Et en même temps, on sent bien qu'il y a une vraie urgence à aller beaucoup plus loin. Et tout ça est multicanal. Il n'y a pas que le train. On est vraiment en front sur plein de sujets qui participent à la transformation de notre territoire. Et il faut qu'on y aille. Voilà. Donc on y met de l'énergie. Il y a une question de culture aussi, effectivement, au cœur de ce sujet-là. Voilà, allons-y. Merci à tous, merci à nos invités. Je vous laisse les applaudir. Donc, Valentine a plein de choses à vous donner. Nous, on peut aussi vous donner rendez-vous si vous voulez revoir et partager. Ce sera bientôt disponible sur Mountain Changemaker, puisqu'on était tous là aussi pour capter en vidéo ces causeries, ou cette causerie en tout cas. Merci à tous et très bonne soirée.